Madame, Messieurs les Présidents, chers collègues, parler de la fibrillation atriale aiguë et qu'est-ce qu'on doit faire après est un sujet qui n'est pas facile à débattre. Je vais essayer en 15 minutes de vous dire ce que j'en pense. D'abord, on ne va pas revenir sur la définition de la fibrillation atriale qui va connaître beaucoup de changements d'ici le mois d'août parce qu'il y a les nouvelles recommandations européennes qui vont sortir. Mais sachez qu'il y a l'intérêt d'un diagnostic sur un électro, mais actuellement également sur une bande, sur une simple bande, qu'elle soit portée à l'extérieur ou sur un dispositif intracardiaque. Donc, le diagnostic de fibrillation atriale va changer parce que dans ces recommandations américaines, ils ne parlent pas de délai. On ne parle plus de ce délai de 30 secondes pour retenir le diagnostic de fibrillation atriale. Par contre, ils recommandent que quand même, que dans ces objets connectés ou dans ces pacemakers, eh bien, il va falloir confirmer le diagnostic de fibrillation atriale par un œil qui est de cardiologue, un œil avisé à voir les électrocardiogrammes. Donc, le premier message, c'est qu'on va sortir de cette limite de 30 secondes pour parler de fibrillation atriale. Deuxième chose, eh bien, les fibrillations atriales secondaires vont être divisées en trois grandes parties. D'abord, ce qui est extérieur à la cage thoracique, et vous avez en particulier la consommation d'alcool aigu, l'hyperthyroïdie et toutes les situations infectieuses qu'on rencontre en particulier en réanimation. La deuxième catégorie, c'est la pathologie thoracique, c'est-à-dire le cœur et le poumon. Et je vais individualiser à part, parce que ça va retenir notre attention, la fibrillation atriale périopératoire, qu'elle soit en chirurgie cardiaque ou en dehors de la chirurgie cardiaque. Et on va retenir comme fibrillation atriale toute fibrillation atriale qui s'est manifestée pour la première fois au cours d'une autre infection qui a nécessité une hospitalisation. Eh bien, pour avoir une fibrillation atriale aiguë, il faut deux paramètres en particulier. Il faut un facteur déclenchant, et ce facteur déclenchant peut être soit extérieur au cœur, soit à l'intérieur du cœur, en particulier donc cette notion de cardiopathie atriale qu'il va falloir donc rechercher, et ce facteur déclenchant va se manifester sur un substrat. Ce substrat, il peut être soit une anomalie cardiaque qui va se manifester en particulier par un trouble de l'automaticité des veines pulmonaires, une anomalie péricardique, en particulier la graisse autour du péricarde, ou bien une agression mécanique au cours d'une chirurgie cardiaque. Voyons d'abord quelle est la place de la consommation alcoolique. Eh bien, il est retenu et admis que l'alcool, la consommation de l'alcool, va entraîner deux pathologies en particulier, la fibrillation atriale et la mort subite, avec comme mécanisme, vous avez ici une diminution de la période réfractaire au niveau des veines pulmonaires et de l'oreillette, vous avez une augmentation du tonus vagal, un ralentissement de la conduction, et vous savez que ce sont les ingrédients pour faire des rentrées et par conséquent déclencher de la fibrillation. Et la mort subite, vous avez une augmentation de l'intervalle QT qui va donner donc une prédisposition à faire une mort subite. À côté de cette consommation aiguë, vous avez la consommation chronique, et cette consommation chronique va entraîner deux choses, une augmentation du poids, et vous savez que c'est un élément qui peut favoriser l'apparition de la fibrillation atriale, et surtout une modification de la structure de l'oreillette qui va entraîner également de la fibrillation atriale. Deux éléments importants, plus on consomme de l'alcool, plus on va faire de la fibrillation atriale, et le type d'alcool n'intervient pas beaucoup, les choses ne sont pas claires dans la genèse de cette fibrillation atriale. À côté de l'alcool, vous avez l'hyperthyroïdie avec trois mécanismes, une augmentation du tonus sympathique, une diminution de la variabilité sinusale
et une diminution de la durée du potentiel d'action. Ces éléments-là vont conduire à faire de la fibrillation atriale. Et vous savez que la règle d'or, il ne faut pas chercher à réduire ces fibrillations atriales jusqu'à ce qu'on atteigne le thyroïdie clinique et biologique 8 à 10 semaines après. À ce moment-là, on va se pencher sur ce problème des fibrillations atriales. 2 messages, ce sont des malades à anticoaguler et c'est une indication classe 1. Car malgré que l'hyperthyroïdie est une anomalie à haut débit cardiaque, eh bien les problèmes thromboemboliques sont très importants au cours de l'évolution de l'hyperthyroïdie. Deuxièmement, et c'est ça le problème de cette fibrillation atriale au cours de l'hyperthyroïdie, c'est que le risque de récurrence, il est particulièrement élevé. J'ai évolué d'abord dans un service de médecine interne et c'est une pathologie que je connais très bien. Il n'y a pas de parallélisme entre l'hyperthyroïdie et l'évolution de la fibrillation atriale par la suite. Elle va évoluer par la suite pour son propre compte. Elle peut disparaître sans lendemain, comme elle peut s'installer comme une maladie. Arrive la fibrillation atriale périopératoire et on dévisera tout ce qui est cardiaque, où il y a cette agression mécanique du cœur, et tout ce qui est non cardiaque. Et vous imaginez que toute fibrillation atriale non cardiaque va faire appel aux facteurs de risque thromboembolique classiques, c'est-à-dire l'âge, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, et on divisera, comme je vous ai dit, la fibrillation atriale classique, où le risque de fibrillation atriale est vraiment très significatif, et de la chirurgie cardiaque qui va avoir des particularités. D'abord, la cannulation, la manière de manipuler le cœur, les lésions myocardiques, comment on va faire les sutures, l'inflammation, comment la cardioplégie est faite. Et vous savez que s'il y a des chirurgiens dans la salle, ils savent que parfois le ventricule gauche s'arrête alors que l'oreillette continue de fibriller et par conséquent, elle est en ischémie. Tous ces éléments-là vont intervenir dans l'apparition de cette fibrillation atriale. À côté de cela, vous avez également le système sympathique et parasympathique dont le traitement bêta-bloquant préventif n'est plus à démontrer. Vous savez également que l'hypersympathicotonie va entraîner une augmentation, une stimulation des veines pulmonaires et va entraîner donc des extrasystoles des veines pulmonaires. Cette fibrillation atriale post-opératoire, elle est fréquente au niveau cardiaque, 30 à 40% quand il s'agit d'une chirurgie valvéro-aortique, elle peut atteindre 60 à 80% quand c'est une chirurgie combinée entre les coronaires et les valves. Deuxièmement, après ça, sur ordre de fréquence, vous avez la chirurgie thoracique et en particulier la pneuectomie. Et après, vous avez la chirurgie non cardiaque. Et regardez, quand même, c'est pas rien. On peut avoir jusqu'à 15%. Pourquoi c'est important? Regardez le nombre de publications qu'il y a eu sur la fibrillation atriale périopératoire en 2020. Vraiment, des centaines d'articles. Pourquoi? Parce que la fibrillation atriale périopératoire, elle est grave. Plus d'hospitalisation, plus de coûts, plus d'insuffisance cardiaque, plus de coûts, plus de mortalité, plus d'AVC, plus d'infarctus du myocarde et donc plus de problèmes, plus de l'issue de la fibrillation atriale périopératoire n'est pas bonne du tout. Regardez ici l'incidence de la fréquence cardiaque, que la chirurgie soit non cardiaque ou que la chirurgie soit cardiaque, eh bien vous avez une augmentation du taux d'insuffisance cardiaque quand il y a une fibrillation atriale qui se déclenche. Comment la prévenir? Le bêta-bloquant, vous avez la place du bêta-bloquant qui est très importante. L'amiodarone a un second degré, mais il y a d'autres thérapeutiques sur lesquelles je vais revenir, en particulier cette péricardectomie postérieure gauche. Et dans les recommandations américaines, regardez, ils recommandent, avec un niveau de classe 2A, de faire cette péricardectomie chaque fois qu'il y a un pontage aortocoronaire, qu'il y a un remplacement valvaire ou qu'il y a une pathologie, une chirurgie de l'aorte ascendante pour diminuer justement cette souffrance péricardique et par conséquent diminuer le risque de fibrillation atriale. Comment on va gérer tout ça? D'abord, bien sûr, traiter la source. Ensuite, on va gérer les effets secondaires. Il faut choquer
il faut choquer chaque fois que vous avez une de ces situations-là, le choc cardiogénique, le syndrome coronaire aigu, l'œdème pulmonaire et l'hypoxie cérébrale. Ce sont des situations qui vont amener à choquer. Ça ne passe plus. Et donc, la prise en charge va être comme suit. Vous avez une prise en charge généralement faite par le réanimateur en préopératoire, où il va traiter le trigger, va contrôler la fréquence ventriculaire et il va anticoaguler. On reviendra sur cette anticoagulation. Ensuite, il y a une phase intermédiaire qui va être gérée soit par le cardiologue, soit par le rythmologue. Et enfin, une phase beaucoup plus importante, à mon avis, qui est la phase après la phase aiguë, qui va être gérée par le cardiologue et sur laquelle je vais revenir. Deuxième message, c'est que la récurrence est le vrai problème de l'AFA post-opératoire ou périopératoire. Quand on fait des électrocardiogrammes, on a 10% de récurrence. Quand on fait des haltères implantables, on a 100% de récurrence à 2 ans. Donc, il faut surveiller ces malades. C'est très important de gérer ça. Qu'est-ce qu'on fait en réanimation? Un traitement de réanimation, choc si mal toléré, un traitement de l'insuffisance, de tout ce qui est hémodynamique et de tout ce qui est infectieux, contrôler la fréquence ventriculaire. Si les malades ne sont pas améliorés, proposer une régularisation du rythme et surtout, considérer une anticoagulation quand le risque hémorragique n'est pas important. Sur une chirurgie cérébrale, on ne va pas prescrire des anticoagulants, même si les malades font de l'AFA. Comment ralentir? Eh bien, on va ralentir par des bêta-bloquants. On n'a que la voie orale au Maroc. On va donner des antiarythmiques pour restaurer le rythme sinusal, soit le flécaïne par voie orale, soit l'amiodarone, c'est ce qu'on a au Maroc. Et vous avez ici les recommandations européennes en 2 phases. Vous avez avant l'intervention, regardez la place des bêta-bloquants, elle est importante, mais également il va falloir parfois faire des perfusions de magnésium non indiquées. Tout ce qui a été publié sur les statines, sur les stéroïdes, sur les inhibiteurs calciques bradycardisants ne permet pas de prévenir l'AFA. Et en post-opératoire, il va falloir minimiser les inotropes positifs, optimiser les fluides, optimiser l'oxygénation pour qu'on diminue le risque de faire une fibrillation atriale. Anticoaguler systématiquement quand il n'y a pas de contre-indication et contrôler la fréquence cardiaque, moins de 100 en absence d'insuffisance cardiaque, 80 quand il existe une insuffisance cardiaque, mais regardez ici, le long terme, c'est la difficile décision de faut-il ou pas anticoaguler les malades au long cours, et ça c'est le CHA2DS2-VASc en particulier qui va... la recommandation américaine, la même chose, sauf que eux, qu'ils vont faire quand même une mise au point à 30-60 jours et qu'ils vont dire est-ce qu'on va faire une cardioversion ou pas. Et généralement, ils proposent de réduire la fibrillation atriale si on n'a pas eu une cardioversion ici avec un niveau de preuve de A. Alors, je suis pas loin de la fin de mon topo. Je vous invite à considérer la fibrillation atriale comme un marqueur de risque cardiovasculaire. La fibrillation atriale n'est qu'un marqueur de risque cardiovasculaire. Et cette fibrillation atriale, il va falloir l'intégrer dans son oreillette et dans son cœur. D'accord? On ne peut pas gérer une fibrillation atriale comme ça. Et même cette oreillette-là, il va falloir l'intégrer dans un corps en recherchant les facteurs de risque, le diabète, l'insuffisance rénale. Tous ces éléments-là sont très importants et on ne peut pas traiter un signal électrique. On traite un malade qui a un corps et qui a un cœur. Et c'est vraiment le message le plus important que je souhaiterais passer aujourd'hui. Retenez quand même que l'échographie a été introduite comme un facteur thrombogène dans les recommandations américaines à partir de 47 mm de diamètre et de 73 ml de volume. C'est ma dernière diapositive. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la fibrillation atriale est associée avec un très haut risque de récurrence, que la fibrillation atriale, eh bien, elle va être surtout chirurgicale, et dans cette fibrillation atriale chirurgicale,
il faut distinguer le cardiaque du non-cardiaque, que les 3 piliers sur lesquels on va se baser, c'est la cause, l'anticoagulation et le rythme en lui-même, et qu'il va falloir tenir dans l'indication, le risque hémorragique. Quand vous avez une chirurgie médulaire ou une chirurgie cérébrale, vous n'allez pas donner les anticoagulants classiques et vous n'allez pas donner des anticoagulants à la dose requise. Donc, trois choses. Première phase, les 3A, trigger, AF et anticoagulation, et surtout le rôle des cardiologues. Il va falloir être patient, suivre les malades et surtout changer leur mode de vie. Je vous remercie.